Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière de management en sciences de gestion et numérique, de terminal technologique. Le thème 3, les organisations et la société. Alors pourquoi une vidéo un peu particulière? Parce que le bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 juillet 2021 a fixé une liste de notions à l'intérieur de STEM qui ne sont plus au programme de l'épreuve écrite. Alors ils sont bien sûr au programme du grand oral, si par hasard votre sujet au grand oral traite plus ou moins loin de l'un de ces éléments. Mais en tout cas, il y a la moitié du thème que vous devez maîtriser pour le programme de l'écrit et l'autre moitié du thème que vous devez maîtriser pour le programme de l'oral. En fait, au grand oral, vous devrez avoir étudié la totalité des éléments du programme. Donc en fait, je vais diviser ce thème en deux. Je ne vais pas faire 4 chapitres comme prévu. Il va y avoir cette vidéo-là qui va traiter uniquement de tout ce qui est demandé à l'écrit et une autre vidéo où on traitera uniquement les éléments qui ne sont pas demandés à l'épreuve écrite et qui donc seront demandés pour l'épreuve orale. Donc, on va commencer cette vidéo. On va donc voir trois parties, trois éléments. Pour commencer, les organisations peuvent-elles s'affranchir des questions de société? Ensuite, les transformations numériques de nouvelles responsabilités pour les organisations. Et enfin, quelle relation entre les organisations et leur écosystème? Voilà les différents éléments qu'on va étudier et qui donc sont au programme de l'épreuve écrite du bac de management, sciences de gestion et numérique. Commençons donc par la première question, la première partie, les organisations peuvent-elles s'affranchir des questions de société? On va commencer par parler de tout ce qui est éthique et déontologie. Donc, dans le cadre de leur activité, les organisations sont amenées à prendre des décisions ou sont confrontées à des situations liées à leur activité. Cette influence positive ou négative que va exercer l'environnement sur l'organisation va l'obliger à se positionner par rapport aux questions éthiques. Donc, quelques définitions pour commencer. L'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles morales mises en place par l'organisation au sein de son activité. L'éthique, elle va donner du sens à l'activité de l'organisation parce que l'organisation, elle va réfléchir à quel sens donner à son action, c'est-à-dire comment je vais faire pour bien agir, de quelle manière je vais bien agir, je vais intégrer quelles règles, quelles valeurs j'ai envie d'intégrer, mais aussi tout en tenant compte de son environnement et d'autres contraintes. À partir de là, c'est là qu'on peut parler d'éthique des affaires. L'éthique des affaires, c'est la recherche conjointe de l'efficacité, l'efficacité de l'organisation, hein, et de la légitimité de son action. L'organisation, bien sûr, elle va rechercher la performance, elle va rechercher le profit, l'équilibre budgétaire, la satisfaction de ses usagers, de ses adhérents, etc. Enfin, vous connaissez les finalités des différents types d'organisations, mais tout en se préoccupant, pardon, de la légitimité de son action. Et c'est important de ne pas confondre éthique et déontologie, parce que la déontologie, c'est un ensemble de règles et de devoirs qui sont liés à une profession. Les experts comptables, les médecins, etc. Tout cela, ils ont un code de déontologie à suivre. C'est des règles liées à une profession. C'est donc pas pareil que l'éthique, qui est quelque chose de beaucoup plus global. Il faut savoir que l'action de l'organisation va soulever des questions d'ordre éthique lorsque sa sincérité peut être questionnée. Est-ce qu'on a des cas de lobbying, donc quand vous avez des groupes de pression qui veulent faire pression sur des décideurs pour qu'ils prennent des décisions qui iraient dans leur sens. Le greenwashing, faire genre qu'on est écolo alors que pas du tout. Le social washing, c'est un peu plus large, hein, faire genre que par exemple on est contre le travail des enfants, mais par contre, on n'a aucun problème à faire travailler des enfants dans d'autres pays pour pouvoir fabriquer nos produits, par exemple. La corruption, le blanchiment d'argent, etc. Et donc, l'évolution de la société, la prise en compte des différentes parties prenantes, va conduire l'organisation à modifier son action pour y intégrer plus de légitimité et de sens. L'organisation, donc, elle va mettre en place des règles en rapport avec la vie privée, elle va vouloir lutter contre les discriminations, elle va vouloir prendre en compte le handicap dans son activité, etc. Eh bien, tout ça, le cadre politique, légal et social, qui est dans l'environnement, hein, évidemment, va aussi imposer des règles à l'organisation pour un petit peu la forcer à mettre en place ces éléments, ces règles sur la vie privée, ces règles sur la discrimination, sur le handicap, etc. Et donc, ces dispositions vont évoluer avec la société. Et donc, compte tenu des intérêts divergents qui sont présents dans l'organisation, hein, je vous renvoie au chapitre 9 pour ça, l'organisation doit être transparente dans la diffusion de l'information. Cette transparence, ça va être financière. Je vous renvoie au chapitre 12 sur la communication financière. Il va y avoir de la transparence financière, la publication des comptes de résultats, des bilans,
Et aussi une transparence commerciale par rapport à tout ce que vous faites dans votre entreprise. La transparence, ça va permettre à l'organisation de construire son image éthique. Alors, le terme d'image éthique est un peu particulier parce que quand on parle d'image éthique, ça renvoie à un côté, ce n'est qu'une image. Évidemment, il ne faut pas que ce soit qu'une image, sinon de toute façon, les consommateurs, les parties prenantes en règle générale ne sont pas dupes. Il ne faut pas que ce soit juste une image, il faut être éthique. Deuxième partie, les transformations numériques de nouvelles responsabilités pour les organisations. Alors, les données personnelles que recueillent les organisations, ça va être un enjeu décisif pour leur bon fonctionnement, leur développement commercial, la qualité de leurs services, etc. Toutes ces données personnelles qui sont collectées, elles vont être regroupées dans des bases de données. Et ces bases de données vont regrouper l'ensemble des connaissances de l'organisation, c'est la mémoire de l'organisation. Et donc, ces données, elles sont stratégiques. C'est un patrimoine qu'il faut absolument protéger. Et donc, ces données personnelles, il va falloir les protéger. Donc, pour ce qui est de la protection des données personnelles, toute personne a des droits. Des droits sur la diffusion de l'image, sur les habitudes de consommation, sur la géolocalisation. Ces personnes doivent être protégées. Elles doivent savoir comment leurs données sont utilisées. Et donc, l'exploitation des données personnelles, ça va obliger les organisations à respecter le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui a été créé le 25 mai 2018. Et il va disposer que, déjà, toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, doivent mettre en place une organisation adaptée à leur taille et au risque de traitement des données personnelles qui leur sont conférées. Donc, elles doivent indiquer, mettre à disposition leurs moyens de protéger les données personnelles pour tout le monde. Et c'est toute organisation qui récupère des données personnelles d'un membre de l'Union européenne. Même si l'organisation est américaine, même si elle est américaine, si elle collecte des données personnelles de personnes européennes, de l'Union européenne, il faut qu'elle respecte le RGPD. Il y a aussi obligation de nommer un DPO, un délégué à la protection des données, pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du RGPD. Donc les personnes ont un droit renforcé, il y a une obligation d'information, un droit à l'accès des données et aussi un droit à l'oubli. Et le non-respect du RGPD peut conduire à des sanctions qui peuvent monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou maximum 20 millions d'euros, ce qui est pas mal. Passons maintenant à ce qu'on appelle la transparence des algorithmes au sein des administrations. Il y a de nombreux services comme l'impôt sur le revenu et son calcul, l'attribution d'une place en crèche ou alors Parcoursup, vu que vous êtes potentiellement en plein dedans. Tout ça, c'est rendu possible par l'État à l'aide d'algorithmes. Alors qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est un calcul informatique qui s'appuie sur des données pour faire des prévisions, ou prendre des décisions. Alors, les algorithmes sont souvent critiqués pour leur opacité et leur complexité, donc la loi pour une république numérique de 2016 a introduit un principe de transparence des algorithmes utilisés par les organisations publiques. Si on prend l'exemple de Parcoursup, l'algorithme national de Parcoursup est totalement disponible pour tout le monde. Les personnes qui s'y connaissent en algorithmique peuvent aller le lire, peuvent aller essayer de trouver ce qui va pas, il est totalement libre. Troisième et dernière partie, quelle relation entre les organisations et leur écosystème? Il faut savoir que l'implantation géographique d'une organisation, ça va être primordial stratégiquement. D'une part, ça va permettre d'accéder à certaines ressources, et d'autre part, ça va favoriser la collaboration et l'innovation. Et la collaboration et l'innovation, c'est profitable à tout le monde sur le territoire. Donc, comment se forme un écosystème d'affaires? Eh bien, on va prendre une petite zone géographique. Dans cette zone géographique, vous allez trouver plusieurs acteurs. Un écosystème d'affaires, c'est une communauté d'acteurs, donc des organisations, des institutions, des fournisseurs, qui sont issus de domaines d'activité différents, mais qui cherchent à réduire leurs coûts et développer l'innovation grâce à des effets de synergie. Donc en fait, c'est juste une concentration géographique d'entreprises indépendantes juridiquement, mais interdépendantes entre elles. L'intérêt, c'est de pouvoir collaborer avec des organisations qui disposent de compétences et de ressources recherchées. Au niveau des avantages de ces clusters, déjà des avantages pour la production, les entreprises vont pouvoir fabriquer des produits plus élaborés et vont aussi pouvoir répondre à des commandes plus importantes, d'avoir des plus grandes capacités de production.
Il y a aussi des intérêts pour les petites entreprises parce que les petites entreprises vont pouvoir se retrouver dans une position plus favorable sur les marchés locaux et même internationaux grâce à leur collaboration avec des grandes entreprises. Une petite entreprise qui va collaborer avec une grande, forcément elle va être avantagée parce que la grande va l'aider. Et enfin, pour l'innovation, il y a aussi de l'aide pour l'innovation, ça va permettre de réduire les coûts et créer des effets de synergie qui vont permettre l'innovation. Quand le but d'un cluster, quand le but d'un écosystème d'affaires, c'est d'innover, on va parler non pas d'écosystème d'affaires, mais plutôt d'écosystème d'innovation. Voilà la différence entre un écosystème d'affaires, qui est le terme plus général, et un écosystème d'innovation, où lui, son but, ça va vraiment être d'innover. On va donc finir par étudier ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétitivité? Ça va être créé déjà par l'État, c'est l'État qui va les créer, et ça va rassembler sur un territoire bien défini des laboratoires de recherche, des centres de formation, des entreprises, etc., tous sur une thématique bien ciblée. Le but, ça va être d'améliorer la compétitivité des différentes organisations qui en font partie, de dynamiser le territoire, d'augmenter les capacités d'innovation, l'attractivité du territoire aussi, parce que quand vous avez un pôle de compétitivité, forcément vous allez attirer des personnes vers ce territoire. Ça crée aussi beaucoup d'emplois, vous vous en doutez, et ça permet aussi globalement une croissance du territoire, croissance économique évidemment. Voilà, c'était pour cette première partie du thème 3 sur les organisations et la société. Donc là, vous avez tous les éléments avec les 12 chapitres précédents qui sont au programme de l'écrit. Donc de l'épreuve écrite, alors de mai, si on est en mai 2022, et pour les années suivantes, on verra si c'est laissé en mai, si c'est mis en avril, si c'est laissé en mars, on verra. Donc je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée, et il ne reste plus qu'une seule vidéo pour le programme de terminale avec le thème 3, la partie au programme de l'oral. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes révisions.